Je vous propose de passer à l'appel. Donc, Madame Chaudet. Présente. Monsieur Stoder Jean-Christophe. Présent. Madame Gultequin Gulcan. Monsieur Hennequin Virgile. Madame Ribaille Cécile. Monsieur Huard Gérald. Monsieur Blanchot Bastien. Madame Caterino Marie-Laure. Madame Martin Michel. Monsieur Pouzin Jean-Michel. Présent. Madame Prélo Frédéric, excusez de ne pouvoir, Monsieur Hennequin. Monsieur Vandalen Laurent, excusez de ne pouvoir, Madame Chaudet. Monsieur Serge Jérémy, excusez de ne pouvoir, Madame Caterino. Madame Bardet Alice. Monsieur Bernier Romain. Madame Boisarlia, excusez de ne pouvoir, Madame Gultequin. Madame Pereira Frajman Sonia, excusez de ne pouvoir, Monsieur le maire. Monsieur Laville Rémy, excusez de ne pouvoir, Monsieur Huard. Madame Marteau Elona, excusez de ne pouvoir, Madame Martin. Monsieur Josset Geoffrey, excusez de ne pouvoir, Monsieur Bernier. Madame Fernandez Sophie, excusez de ne pouvoir à Madame Ribaille, on lui souhaite un bon anniversaire. Madame Roy Nathalie, Monsieur Moser Alain. Madame Iglesias Catherine. Monsieur Lex Jean-François, excusez de ne pouvoir, Madame Iglesias. Madame Belle Frédéric. Madame Omis Maude. Madame Thiedrez Valérie. Madame Zeltz Anne-Marie, qui arrivera avec un petit peu de retard puisqu'on a le conseil d'administration du collège de manière simultanée. Monsieur Dulst Karl, absent pour le moment. Monsieur Menra Thierry, qui est auprès d'une collaboratrice souffrante, donc il ne va pas tarder à arriver. Et Madame Sabatino Anne. Merci. Je vous propose de désigner un ou une secrétaire de séance. En l'occurrence, je vous propose la candidature de Madame Bardet. Est-ce qu'il y avait des objections, des abstentions? Eh bien, Alice, tu es notre secrétaire de séance pour ce soir. En préambule du conseil municipal, on a fait un hommage, notamment ce midi, pour la commémoration plutôt la célébration des 10 ans des attentats terroristes du 13 novembre de 2015. Et donc, ça sera aussi l'occasion, lors de la présentation de la saison, de refaire un hommage, en plus dans un lieu culturel, pour se rappeler des victimes présentes et passées, et puis aussi hommage aux forces de secours qui avaient été mobilisées dans ces événements, à la fois les secours aux personnes et les forces de sécurité mobilisées. Donc, c'est aussi l'occasion de se rappeler à la mémoire et à ces événements qui ont marqué l'ensemble de la nation encore aujourd'hui. J'avais compliqué des fois la transition sur ce genre de choses. Eh bien, nous allons procéder au déroulé du conseil municipal avec le premier point à l'ordre du jour, qui est l'approbation du procès verbal de la séance de conseil municipal du 7 octobre 2025. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 2, avec le règlement d'utilisation du matériel de renforcement musculaire. Monsieur Huard. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, en janvier 2025, la ville a modernisé la salle de renforcement musculaire du COSEC de la Noulutel afin d'offrir aux usagers des équipements conformes aux normes actuelles. Jusqu'en septembre, la salle était exclusivement utilisée par le lycée Édouard Herriot et l'association le Cercle Athlétique Savinien. Depuis la rentrée 2025, la municipalité a élargi l'accès à d'autres associations sportives, soutenant ainsi la diversification des pratiques et l'optimisation des équipements municipaux. Il est proposé de mettre en place un règlement d'utilisation du matériel afin d'encadrer cette mise à disposition pour responsabiliser les utilisateurs et garantir la sécurité des usagers et préserver la qualité des installations. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider le règlement d'utilisation du matériel de la salle de renforcement musculaire du COSEC de la Noulutel, de dire que ce règlement devra être signé par l'ensemble des associations utilisatrices, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 3, avec la subvention exceptionnelle pour la FNACA, Monsieur Hennequin. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, le conseil municipal, par sa délibération du 7 mars 2025, autorise les associations à déposer leur demande de subvention exceptionnelle jusqu'au 31 octobre 2025.
L'association FNACA a sollicité en date du 22 octobre une subvention de 350 € pour le renouvellement de drapeaux utilisés lors des cérémonies patriotiques. Il est proposé d'octroyer à l'association FNACA une aide financière à la hauteur du montant sollicité. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 350 € à l'association FNACA pour le renouvellement de drapeaux et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Des remarques sur ce rapport? Point logistique. Mais s'il n'y a pas de remarques ou commentaires, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc rapport suivant, rapport numéro 4, avec le soutien à l'organisation des classes de neige, Madame Caterino. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, il convient d'actualiser le dispositif de subvention pour les 4 écoles élémentaires de Sainte-Savine dans le cadre de la classe de neige qui est prévue à Autran du 18 au 23 janvier 2026 pour les élèves de CM2. La participation des familles est fixée à 160 € par enfant. Pour mémoire, elle était à 150 € l'an dernier et on avait averti qu'il y aurait probablement une participation complémentaire qui serait votée l'année suivante. Le département versera 1,20 € par jour et par élève. Je fais l'annonce à la place de Madame Zeltz, mais Anne-Marie nous rappelle régulièrement qu'effectivement, les collèges ne relèvent pas de la responsabilité du département, donc c'est toujours une aide supplémentaire qui nous est allouée primaire, pardon, décidément. Et les coopératives scolaires donc, participeront également au financement. La commune propose donc une subvention couvrant jusqu'à 70% du coût total du séjour, après déduction des autres participations, plafonnée à 302 € par enfant. Et le versement d'un acompte de 85% dès janvier 2026 sur présentation des devis actualisés. Je vous alerte simplement sur une petite erreur de chiffres. Pour les écoles Ferry et Pailleur, qui partent chacune à 21 élèves, les coûts total du séjour sont les mêmes. C'est une erreur de frappe, donc c'est bien 10 507,20 € par école. Et il n'y a pas de différence entre les deux écoles. Alors, c'est de ma faute, Madame Iglesias nous l'avait effectivement fait remarquer en commission et j'ai oublié de remonter l'information pour que ce soit corrigé. Voilà. Donc, les participations seraient effectivement de 302 € par enfant pour la part de la collectivité, 160 pour les parents, 1,20 € pour le département et il reste un reste à charge pour les coopératives qui n'apparaît pas sur le compte rendu, mais ce n'est pas très grave, qui est équilibré. Aussi, mes chers collègues, nous vous proposons d'approuver la participation financière de la collectivité à cette classe de neige et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et signer toutes pièces utiles. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non, ça avait été vu en commission. Eh bien, s'il n'y a pas de remarques, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport numéro 5, la convention pour l'enfouissement des réseaux rue Parmentier, Monsieur Blanchot. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la rue Antoine Parmentier fait partie des secteurs prioritaires du plan pluriannuel de modernisation de la voirie. Au-delà d'un simple entretien, ce projet vise à améliorer le cadre de vie, sécuriser les déplacements et intégrer des solutions durables pour la gestion des eaux pluviales. La rénovation prévoit la réorganisation du stationnement et l'emploi de revêtements perméables, la création d'un bassin d'orage infiltrant avec 3 Champagne Métropole, le remplacement du réseau d'eau potable par le SDDEA et l'enfouissement des réseaux électriques et de télécommunications pour un environnement visuellement apaisé et modernisé. Une convention avec le syndicat départemental d'énergie de l'Aube est nécessaire pour le raccordement souterrain des réseaux électriques du centre culturel Art Déco, comprenant la pose d'un coffret et les travaux afférents. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de prendre acte des travaux de modification de raccordement électrique du centre culturel Art Déco et de l'installation de tous les équipements, accessoires, coffrets et câblages nécessaires à la mise en œuvre de ce raccordement électrique souterrain, de préciser que les équipements électriques mis en œuvre par le syndicat départemental de l'énergie de l'Aube resteront propriété d'Enedis. Autorisez, Monsieur le maire, à signer toutes pièces utiles. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 6, avenant à la convention Action Cœur de Ville, Madame Gultequin.
Merci, Monsieur le maire. La ville de Troyes et Troyes-Champagne Métropole et leurs partenaires ont signé le 27 juin 2018 la convention du dispositif national Action Cœur de Ville, homologuée en opération de revitalisation de territoire, ORT, par arrêté préfectoral du 23 juillet 2019. L'avenant du 22 décembre 2023 a élargi ce dispositif à la ville de Sainte-Savine, devenue signataire de la convention. Aujourd'hui, une évolution des périmètres de l'ORT de Troyes est proposée pour intégrer de nouveaux espaces en mutation, notamment des friches industrielles. Périmètre numéro 3, friche TEO2, périmètre numéro 6, site Doré-Doré, périmètre numéro 4, boulevard Jules Guesde. En parallèle, le secteur numéro 10, zone industrielle des Écrevols, est retiré, son intégration ne présentant plus d'enjeu. Le nouveau plan des périmètres ORT est annexé à la présente délibération. L'avenant à la convention devra être signé par l'ensemble des partenaires avant le 9 janvier 2026, dont la ville de Sainte-Savine, même si les modifications ne concernent pas son territoire. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'avenant numéro 4 de la Convention Action Cœur de Ville modifiant les périmètres des ORT sur le territoire de la ville de Troyes, tel que figuré dans le plan annexé. Merci. Des remarques sur ce rapport? Bon, c'est valider le périmètre d'extension pour nos amis voisins de Troyes. Donc voilà, effectivement, donc il y a pas mal de choses en fait qui ont démarré et qui ont été entreprises, hein, puisqu'on a la question aussi du COPIL sur la requalification de l'axe Gallieni-Leclerc qui est en phase de travail, sous couvert aussi de l'étude qui avait été menée par le CEREMA sur toute la question de la circulation, du stationnement, de la mobilité. Et donc voilà, on avance aussi sur cette partie. S'il n'y a pas de remarques... Alors oui, pardon, juste un point à noter. Donc l'arrivée de Madame Zels à 18h46. Voilà, je reprécise pour les débats. Est-ce qu'il y avait des remarques? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc rapport suivant, rapport numéro 7, avec l'adoption des lignes directrices de gestion. Monsieur Bernier. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a profondément renouvelé la manière dont les collectivités locales gèrent leurs ressources humaines. Elle invite les employeurs publics à se doter d'un outil stratégique à travers la mise en place de lignes directrices de gestion. Pour notre commune, cette démarche va bien au-delà d'une obligation légale. Elle traduit une volonté politique forte, celle de placer les agents au cœur de l'action publique, de garantir une gestion transparente et équitable des parcours professionnels et de construire une vision partagée de notre politique de ressources humaines. Les lignes directrices de gestion définissent la manière dont la ville souhaite accompagner ses agents, à savoir en valorisant la diversité des parcours et des compétences, en encourageant la mobilité et la formation, en anticipant les évolutions des métiers et en affirmant l'égalité professionnelle entre femmes et hommes. Elle fixe également un cadre clair pour la promotion interne et la valorisation des carrières dans un esprit de reconnaissance et de cohérence avec nos besoins de services publics. Ces orientations élaborées en concertation avec le CST prendront effet à compter du 1er décembre 2025 pour une durée de 6 ans. Elles constituent un outil de pilotage essentiel pour accompagner la transformation de notre collectivité tout en maintenant la qualité du service rendu aux Savignans. Cette délibération n'appelle pas à vote, donc il vous est proposé, mes chers collègues, de prendre acte de l'information relative à l'élaboration des lignes directrices de gestion, prenant effet au 1er décembre jusqu'au 30 novembre 2031, avec le document qui est joint en annexe. Et j'en profite du coup je l'avais déjà fait en commission, mais pour reféliciter le travail qui avait été mené par le service RH, par les organisations syndicales, et aussi par la communication, le service communication, pour rendre le document qui est, je trouve, très bien fait, qui permet à chaque agent de comprendre un petit peu la stratégie RH qui peut le concerner,
et d'avoir une vision assez claire et surtout partagée sur ces lignes directrices de gestion. Et on a attaché j'y étais assez sensible à un axe particulier, notamment sur la valorisation des parcours professionnels et du mérite aussi en interne, parce qu'on sait que dans la fonction publique, il y a la voie du concours qui permet d'avoir un gage en tout cas de sérieux sur les agents qui font l'effort de passer le concours, qui l'ont et qui l'obtiennent. Et en général, on va jusqu'au bout et on les accompagne. Il y a aussi les agents qui n'arrivent pas à obtenir forcément le concours pour des raisons assez diverses, mais qui font en tout cas l'effort de le passer. Et quand ils sont méritants, voilà, c'est aussi une reconnaissance de leur travail et de leur engagement que de ne pas se priver de ces compétences-là et en tout cas de pouvoir les promouvoir en interne. Je m'associe effectivement aux propos de M. Bernier sur le travail qui a été mené par le service RH et puis travail aussi collaboratif avec les organisations syndicales au sein du comité social territorial. Donc voilà, c'est une bonne chose de fait et c'est un gros morceau, et un gros morceau effectivement qui a été rendu et retranscrit de manière, je pense que je parle sous couvert de celles et ceux qui en ont pris connaissance, sur un document qui est quand même en général plutôt compliqué à lire, et là qui est quand même plutôt simple, clair, et c'est ça aussi qui est important, c'est d'avoir des documents qui soient simples et clairs pour une meilleure prise en compte, et en tout cas en possession et en connaissance. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Ah non. Alors, est-ce que vous avez pris... Alors, monsieur, est-ce que vous aviez une remarque? Je voulais dire aussi, après notre échange en commission, qu'effectivement, ce document a été bien fait. Il y a un outil qui va nous permettre plus facilement de suivre l'évolution des problématiques de GRH. Et franchement, effectivement, pour arriver à un outil comme ça, aussi lisible, alors que ça évoque des domaines qui ne sont pas forcément simples et à prendre en compte, c'est vraiment un travail, je souligne aussi que je félicite le travail qui a été fait dans vos services. On passera le message. Ah pardon. Non, Gérald ? C'était juste pour signaler effectivement l'unanimité des membres de la commission, toutes tendances confondues sur ce travail, mais je ne fais que reprendre les paroles d'Alain. Donc vous prenez acte. tout le monde est d'accord pour prendre acte. Est-ce qu'il y a des abstentions à prendre acte? Non. Des refus de prendre acte? Bon, ben voilà. Donc vous prenez acte. C'est noté, merci. En tout cas, pour les commentaires et les remarques, on retransmettra aux différents services. Donc, rapport numéro 8, donc modification du protocole de temps de travail avec le logiciel 3 temps. Madame Gultequin. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la gestion des congés et du temps de travail constitue un élément essentiel de la qualité de vie au travail et de l'accompagnement des agents dans leur mission au service des Saviniens. Avec la dématérialisation des congés via le logiciel 3 temps, nous mettons à jour certains paramètres pour simplifier le calcul des droits. Dorénavant, les congés et RTT des agents entrant ou quittant la collectivité en cours d'année seront calculés au prorata du temps de présence et arrondis à la demi-journée la plus proche, offrant ainsi une meilleure lisibilité et équité pour chacun. Par ailleurs, conformément au décret numéro 2025-564 du 21 juin 2025, les droits à congés non pris pour raison de santé ou responsabilité parentale familiale pourront désormais être reportés sur une période de 15 mois, garantissant que personne ne perde ses droits légitimes et que les obligations professionnelles puissent s'articuler avec les besoins personnels et familiaux. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'arrondir à la demi-journée la plus proche les RTT afin de tenir compte du mode de gestion du logiciel de gestion du temps de travail 3 temps, de modifier les conditions de report des congés annuels, notamment pour raisons de santé ou liées aux responsabilités parentales ou familiales, autoriser le maire ou son représentant à engager ces modifications et à signer tous documents utiles. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 9, et c'est la modification du protocole de temps de travail pour l'épicerie sociale. Et donc, je vais prendre la relève, Monsieur Ménera, qui est juste à côté, mais qui est
aux côtés de notre collègue. Donc pour ajuster le fonctionnement de l'épicerie sociale du CCAS et mieux accompagner nos concitoyens, il est souhaité d'augmenter le temps de travail hebdomadaire de l'agent concerné, passant de 33 heures à 35 heures, avec des horaires réorganisés pour concilier efficacité et respect des temps de pause. Le protocole du temps de travail est donc adapté pour refléter ces changements. Aussi, il vous est donc proposé d'approuver le nouveau protocole du temps de travail tel que proposé, inscrire au budget les crédits correspondants et autoriser Monsieur le maire et le président du CCAS à signer tout document utile. Des remarques sur ce rapport ? Non ? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre ? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc rapport numéro 10 avec la convention de participation à un contrat collectif pour le risque prévoyance, et c'est Monsieur Bernier. Merci Monsieur le maire. Alors, le rapport est très long, donc je vais pas tous vous le lire. Je voulais juste rappeler qu'on avait on s'est appuyé sur la mise en concurrence qui avait été portée par par le centre de gestion pour un contrat groupé qui concerne à la fois la protection santé et prévoyance. Cet avis avec l'ensemble du personnel, on a souhaité ne pas retenir le contrat groupe pour la partie santé, considérant qu'il y a certains agents qui pouvaient y perdre un petit peu au change. En revanche, on va souscrire au risque prévoyance. Donc il y a le groupement Collectim Alliance Vie qui a été retenu au terme d'une mise en concurrence, et on souhaite du coup y adhérer et que le contrat soit effectif à partir du 1er janvier 2026 pour les agents qui souhaitent y participer, avec en contrepartie une participation financière de 15 € par mois et par agent pour les agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public ou privé ayant choisi d'adhérer donc à la convention prévoyance. Donc c'est rappeler que la participation concrétise la volonté municipale de soutenir ces agents dans la sécurisation de leur parcours professionnel et de leur santé financière, tout en contribuant à une politique sociale locale et équitable. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'adhérer à la convention de participation pour le risque prévoyance conclue entre le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aube et Collectim Alliance Vie, et d'approuver la convention d'adhésion et intervenir avec le Centre de gestion, le CGD 10, et d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Merci. Des remarques sur ce rapport ? Et pardon, oui. J'ai juste obligé de repréciser qu'on continue par contre pour tous les agents qui ont un contrat labellisé de verser la participation employeur à hauteur de 25 € par mois. Voilà. Et donc après, sachant que sans doute dans la temporalité, il y aura sans doute une obligation, notamment pour les collectivités, à souscrire des contrats dans le cadre de la réforme de la protection sociale complémentaire. Donc voilà. Mais a été choisi par les représentants des salariés, enfin en tout cas les organisations syndicales, de se laisser un petit peu de temps et que chacune et chacun puisse maintenir les dispositifs tels que déjà existants. S'il n'y a pas de remarques sur ce rapport, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Eh bien, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et donc, rapport suivant, rapport numéro 11, avec la modification des indemnités spéciales de fonction et d'engagement pour les agents de la filière police municipale. Et c'est Monsieur Huard. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Dans le cadre de la revalorisation du régime indemnitaire, il est nécessaire de réviser les plafonds de la part variable, partie 1, de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement, donc ISFE, qui récompense l'engagement professionnel et la manière de servir des agents, conformément aux critères définis par l'organe délibérant. Il vous est proposé de fixer les nouveaux plafonds annuels comme suit. Donc, je vais donner lecture donc, du tableau que vous avez sous les yeux. Directeur de police municipale, plafond annuel 8 300 €. Chef de service de police municipale, plafond annuel 5 800 €. Et agent de police municipale, plafond annuel 3 800 €. Les autres dispositions de la délibération du 7 mars 2025 restent inchangées. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de fixer le taux maximal de la part variable 1
à 8 300 € pour les directeurs de police municipale, 5 800 € pour les chefs de service de police municipale et 3 800 € pour les agents de police municipale. D'inscrire les crédits correspondant au budget, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout acte administratif et financier en application de la présente délibération. Merci. Des remarques sur ce rapport? Eh bien, s'il n'y a pas de remarques sur ce rapport, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Donc, rapport suivant, rapport numéro 12, avec le tableau des emplois et la mise à jour du tableau des effectifs. Monsieur Bernier. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Il est proposé aux actualisations suivantes du tableau des emplois, avec dans les grandes lignes la modification de la quotité de temps de travail hebdomadaire pour des emplois de professeurs de l'école de musique et de danse, comme précisé dans le rapport, de modifier certains emplois tels que présentés dans le rapport en élargissant les statuts pour lesquels ils pourront être pourvus, et d'actualiser le tableau avec notamment certaines suppressions d'emplois qui n'ont plus raison d'être. Vous avez du coup en pièce jointe qui avait été annexée au rapport l'ensemble du tableau des emplois, avec une colonne avec l'ensemble des emplois, les fonctions, les dates de création, si c'est un temps complet, non complet, les grades d'emploi, si c'est un emploi permanent ou non, et puis si l'emploi il est pourvu, et en toute fin le grade pour lequel le poste peut être pourvu. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver la proposition de Monsieur le maire, d'approuver le nouveau protocole de temps de travail joint en annexe, d'inscrire au budget les crédits correspondants et d'autoriser le maire à signer tout document utile. C'est le tableau des emplois, ce n'est pas le nouveau protocole de temps de travail. C'est noté. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport numéro 13, avec la décision modificative budgétaire. Madame Gultequin. Merci Arnaud. Mes chers collègues, des ajustements des crédits alloués au budget 2025 sont à prévoir comme suit. Pour mémoire, les crédits votés, budget primitif plus décision modificative numéro 1 et 2 s'élèvent à 15 130 529,94 € en section de fonctionnement, 11 684 480,69 € en section d'investissement. La décision modificative numéro 3 proposée porte sur une diminution des crédits en section d'investissement de 567 040 €. Le total des crédits ouverts au budget 2025 s'élèvera donc à 15 130 529,94 € en section de fonctionnement, 11 117 440,69 € en section d'investissement. Les modifications majeures de la décision modificative numéro 3 en section d'investissement. Les dépenses d'investissement. Pour mémoire, il est rappelé que les dépenses d'équipement sont votées en opération et que la collectivité a recours aux autorisations de programme et aux crédits de paiement pour les dépenses d'équipement pluriannuelles. Au vu de l'avancement des opérations gérées en autorisation de programme, les crédits de paiement votés lors de la séance du 10 juillet 2025 à hauteur de 5 611 545,13 € sont diminués de 280 000 €. Comme proposé dans la délibération présentée, qui sera présentée ce jour. Plus 70 000 € pour les travaux Art déco, moins 100 000 € pour la requalification du poste de police, plus 10 000 € pour le plan école, moins 160 000 € pour la requalification tiers-lieu piscine, moins 100 000 € pour la voirie rue Parmentier. Les crédits votés pour les autres opérations d'équipement sont modifiés comme suit. Moins 156 590 € pour l'opération 11 bâtiment, moins 62 300 € pour l'opération 12 aménagement du territoire, moins 68 150 € pour l'opération 16 administration générale. Les recettes d'investissement, moins 572 286 € au chapitre 13 subventions d'investissement, moins 825 000 € au chapitre 024 la vente du château reportée en 2026, plus 830 246 € au chapitre 16, emprunt, préfinancement TVA.
Merci. Des remarques sur ce rapport? Non, ce sont simplement les ajustements entre la prévision et la réalité, donc c'est normal. Donc pas d'évolution sur la partie fonctionnement, c'est plutôt sur la partie investissement avec des différés soit d'opérations, de recettes, selon l'avancée de certains dossiers, notamment BAL. Une baisse des fonds de concours TCM, mais qui sont plutôt reportés sur 2026, étant entendu que normalement ils sont sacralisés jusqu'à la prochaine mandature. Et puis effectivement le glissement de la vente du château avec la personne qui est toujours intéressée, mais qui devait boucler son plan de financement, ce qui induit des écritures et des ajustements. D'autres remarques? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et donc, rapport suivant, le rapport numéro 14, avec la suite, donc l'actualisation et la révision des APCP. Avec le tableau qui vous était présenté, je ne vais pas forcément faire une lecture extensive parce que sinon, puis en plus les chiffres sont un peu petits. Donc au regard de l'avancée des travaux et des projets concernés par les autorisations de programme et les crédits de paiement, il est proposé au Conseil municipal de réviser les autorisations existantes et crédits de paiement en fonction de l'état d'avancement des travaux. Il vous est donc proposé de voter les autorisations de programme et crédits de paiement comme indiqué dans le tableau ci-dessous ou ci-dessus, mais vous l'avez. Des remarques? C'est la suite. Bon, pas de remarques. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Eh bien, c'était le dernier point. On n'a pas reçu de questions diverses. Donc l'ordre du jour étant clos. Monsieur le maire, Oui. est-ce qu'il serait possible tout de même de faire une intervention relative à la minute de silence qui s'est tenue ce matin devant la mairie? Ah oui, tout à fait, sachant qu'on fera on va faire quelque chose lors de la soirée de présentation, mais oui, bien évidemment. Alors au cours de cette minute de silence, il a été fait allusion à des commencements de réflexion qui sont pour le moment individuels autour de la signification et de l'importance de ce qui s'est passé en 2015, ces attaques terroristes. Et un des points qui nous pose toujours question, c'est que les jeunes fanatiques musulmans terroristes qui nous ont attaqués sont des Français qui sont passés par l'école républicaine, de bons Français. Et donc, il y a sans doute un échec de la laïcité, de l'apprentissage de la laïcité. Et je peux rapprocher cette remarque de ce qui va se passer en fin d'année, qui est la célébration des 120 ans de la loi de 1905. Donc, tout le monde est invité, s'il y a des idées, des suggestions à nourrir une réflexion qui doit être menée, parce que ce qui s'est passé reste tout de même pour nous un vrai problème. Que s'est-il passé? Comment faire, pour terminer, je ne veux pas être trop long, monsieur le maire, pour que l'idéal républicain puisse inspirer chez les jeunes un enthousiasme supérieur à celui que peut susciter une religion? C'est une question qui, pour l'instant, n'a pas trouvé forcément de réponse. Après, effectivement, c'est toujours la question de la lutte contre le fanatisme, mais après, on n'est plus dans le rationnel. Enfin, la difficulté étant, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve confronté à des personnes qui sont plus forcément dans un raisonnement rationnel. Et donc, c'est comment arriver à lutter contre cela. Effectivement, il y a les efforts de l'école de la République au travers notamment de la laïcité. Mais la difficulté étant, c'est que malheureusement, les enfants et les jeunes ont accès effectivement à l'école, mais à côté de ça, il y a leurs camarades, il y a leur famille, et puis malheureusement aussi maintenant, il y a l'effet des réseaux sociaux qui viennent quelquefois perturber, polluer les modes de pensée, alors sur des jeunes et puis quelquefois moins jeunes, comme on a pu
c'est pas forcément que des jeunes, hein, puisque quelquefois il y a des gens qui arrivent à des âges où il y a une forme de dérive, d'embrigadement. Voilà, en tout cas, c'est des vrais enjeux pour la société. Chacun doit y prendre sa part. Nous, collectivités, au travers en tout cas de la partie qui nous concerne. Mais bien évidemment, c'est un travail collectif, une responsabilité collective. Et les 10 ans de ce traumatisme, enfin voilà, ça nous oblige à faire attention, à nous rappeler que voilà, c'est toujours fragile, que quelquefois on a la mémoire courte, hein, parce que malheureusement une information, il y a un traumatisme, en chasse malheureusement à un autre, et c'est quand même bien en fait de pouvoir se rappeler, voilà, à horizon distinct. Là, c'était le cap des 10 ans, mais voilà, on a eu Samuel Paty, on avait eu son autre collègue aussi. Donc c'est pour ça qu'aussi c'est une question aussi de devoir de mémoire qu'il faut entretenir, de savoir ce qui s'est passé pour, si possible, éviter que ça se reproduise, sachant qu'on est quand même toujours sur un niveau quand même très élevé en termes de protocole de sécurité. Donc c'est que le risque est toujours avéré. Et donc, charge à nous de faire attention. Et puis, c'est par le biais de l'éducation, de la culture qu'on peut peut-être éviter ou atténuer. Mais jusqu'à présent, malheureusement, on n'a pas trouvé la recette. Gérald ? Permettez, Monsieur le maire, de rajouter 2 mots. Simplement pour rappeler, comme l'a dit mon collègue, pour rappeler le 9 décembre, donc 9 décembre, le 120e anniversaire de la loi de séparation de l'Église et de l'État, précisément. Bien sûr, on peut parler de laïcité, c'est un raccourci. Donc, bien sûr, pour inviter toutes les forces vives de la commune et toutes les personnes qui sont intéressées à l'organisation de cette journée. Donc, alors, il y a une part que la commune organise, puisque c'est dans son ADN depuis plusieurs années. Donc, c'est l'hommage, effectivement, au square Samuel Paty. Et dans la journée, vous avez d'autres choses, d'autres temps forts qui sont organisés, mais par des associations telles que, par l'Université de Reims, bien sûr, et par la Ligue de l'enseignement. Voilà, donc vous aurez le programme sur la page Facebook, je crois qu'il est déjà paru, donc ça reparaîtra de façon à ce que chacun puisse venir aussi acquérir les idées de la laïcité ou même échanger tout simplement. La dimension de l'échange, voilà, arriver à communiquer de manière apaisée les uns avec les autres. Eh bien, l'ordre du jour est épuisé. S'il n'y a pas d'autres remarques ou commentaires, il est 19h14. Je vous remercie. Et puis, pour celles et ceux qui sont prêts... il y a des documents à signer. Ne partez pas tout de suite.